Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel atelier du MEDEF 44 en webinar. Donc pour la bonne organisation de ce webinar, mais je vois que la plupart d'entre vous l'ont fait, je vous invite à couper vos micros afin de ne pas avoir de bruit parasite pendant l'intervention des différents témoins. Et je vous informe également que le webinar fait l'objet d'un enregistrement afin d'en permettre le suivi par d'autres adhérents MEDEF qui n'auraient pas pu se rendre disponibles ce matin. Donc, je suis Nicolas Jolivet, associé au sein du cabinet d'audit et de conseil PwC à Nantes. Et en tant que représentant du MEDEF 44 et de la commission facilité à transformation, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer cet atelier. Donc, je rappelle qu'au sein du MEDEF 44, la commission facilité à transformation a notamment pour but de sensibiliser et d'alimenter la réflexion des adhérents dans la transformation de leurs organisations sur les grands enjeux que sont le numérique, le développement durable et le développement à l'international. Selon ce principe, en fait, nous avons lancé ce nouveau format d'atelier qui s'inscrit dans un cycle dédié au développement durable et à la RSE et qui se déroule mensuellement sur l'ensemble de l'année 2021. Donc, notre premier atelier avait porté sur les enjeux et la mise en œuvre du bilan carbone. Notre second atelier aborde donc le thème des dispositifs d'aide et de financement public qui ont vocation à soutenir les dépenses et investissements de transition écologique des entreprises. Donc, c'est un véritable levier des politiques de l'État et des collectivités en matière d'accompagnement à la transition écologique dans le secteur privé. Néanmoins, le maquis des aides et subventions, l'apparente complexité des procédures d'obtention de ces subventions peuvent être perçus par les entreprises comme des freins à leur mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons jugé que ce webinar pouvait être utile à ceux qui veulent avancer sur le sujet. À cela s'ajoute l'actualité exceptionnelle, puisque le plan de relance du gouvernement annoncé en septembre dernier, pour un montant de 100 milliards d'euros, comporte un volet de 30 milliards d'euros entièrement consacré au financement des investissements dans la transition écologique. C'est clairement un objectif stratégique affiché par le gouvernement qui couvre les transports, l'énergie, la construction, l'économie circulaire, les préservations de sols, de l'eau et la biodiversité. Ce sont ainsi de nouvelles opportunités d'aide et de financement pour les entreprises, mais ce sont également des procédures simplifiées, on le verra, pour faciliter l'accès à ces financements. Donc, pour nous éclairer sur ce thème, nous accueillons ce matin Régis Lamy, expert en financement public au sein de la société ABF Décision et spécialiste du conseil en financement. Romain Lavielle, qui est coordinateur du pôle transition énergétique au sein de l'ADEME et qui nous apportera le témoignage d'un financeur qui tient une place centrale dans ce sujet de transition écologique. Et enfin, Alain Mimouni, donc président du groupe Bouillet, qui témoignera de la réalisation d'investissements à vocation écologique au sein de son entreprise et de son expérience de la sollicitation de ce type de financement. Voilà. Comme nous sommes dans un format d'atelier en nombre assez restreint, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir et à préparer vos questions, bien évidemment, pour la fin de l'atelier. On a un temps important consacré aux échanges. Le but, c'est vraiment de pouvoir discuter et d'échanger par rapport à vos problématiques avec nos témoins et nos experts. Voilà, donc je passe la main en l'occurrence, à Régis, donc qui va nous faire ce premier portrait du paysage des dispositifs existants et de ces financements. Bon. Merci Nicolas pour cette introduction. Je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse observer le support qui est préparé. Mon intervention va durer à peu près une vingtaine de minutes. Elle a pour ambition d'essayer de simplifier un petit peu le propos dans un environnement qui parfois peut paraître complexe. Je vais, dans un premier temps, évidemment, vous présenter ABF Décision, même si ce n'est pas le cœur du sujet, mais au moins vous savez à qui vous parle. Et puis ensuite, je me concentrerai sur l'organisation des financements publics en France. Et puis ensuite, on fera une vision des dispositifs qui peuvent exister sur les thématiques de la transition écologique. L'idée n'étant pas de rentrer dans le détail de chaque dispositif, parce qu'on y passerait la semaine, mais c'est plutôt de donner une vision macro, justement, et peut-être que vous reconnaîtrez certains de vos projets par rapport à la thématique de ces dispositifs. Et en plus, comme nous avons en plus la chance d'avoir la présence de Romain de l'ADEME, ça permet, je pense, d'avoir quelqu'un qui peut vous renseigner de façon très, très précise sur certains de ces dispositifs.
Donc ABF Décision, c'est une structure qui existe depuis 18 ans et depuis 18 ans, c'est fait une spécialité d'accompagner les entreprises dans la mobilisation de financement public. Alors, sur des projets d'investissement, des projets d'innovation, des projets de développement international et de plus en plus des projets justement de transition environnementale. Nous avons 4 implantations avec un siège à Tours et une agence à Nantes et sur Nantes, nous sommes 7 personnes. Sur 2020, c'est 110 millions d'euros d'aide publique mobilisée pour le compte de nos clients. Et on a interagi sur une année avec une quarantaine de financeurs publics différents. 52 collaborateurs, bientôt 60 en réalité, organisés en 2 pôles. Un pôle développement, sachant que notre développement repose essentiellement sur un système de recommandation de la part de nos propres clients, mais également d'un tissu de partenaires. Et puis, nous avons un pôle consultants qui sont les plus importants en fait dans l'entreprise, une quarantaine de consultants qui sont essentiellement des ingénieurs et à qui justement on confie les missions d'aller mobiliser les aides publiques de la façon la plus optimale possible. Alors, maintenant, l'idée, c'est de vous décrypter un petit peu l'organisation des financements publics en France. Il y a différentes couches et une fois que vous aurez aperçu l'organisation, ça vous permettra de mieux comprendre également pourquoi il est important de démythifier un petit peu le sujet de la complexité. Enfin, elle peut exister, mais déjà, une fois que vous avez compris le système, c'est quand même plus facile à appréhender. Vous avez bien sûr une couche au niveau européen qui a une double fonction, une fonction réglementaire ainsi qu'une fonction budgétaire. L'Europe, à travers sa fonction réglementaire, a institué un principe de base qui est que l'aide publique aux entreprises est interdite. Et puis, autour de ce principe de base, a organisé un certain nombre de dérogations qu'on appelle des régimes d'aide. Alors, il y a beaucoup de régimes d'aide en Europe. Les régimes d'aide qui s'appliquent aux entreprises sont à peu près une dizaine pour les plus récurrents sur lesquels nous on travaille. Et donc, ce cadre réglementaire est essentiel à maîtriser. Bon, ça, c'est notre métier. Une entreprise est forcément en difficulté pour pouvoir digérer ce corpus réglementaire, mais voilà, nous, on a fait une spécialité. Et il est important de le comprendre puisque ça permet en fait de mieux comprendre les contraintes auxquelles peuvent être confrontés certains financeurs publics. Bon, ça, c'est sur l'aspect réglementaire à la main de l'Europe. Ensuite, l'Europe a également une fonction budgétaire, c'est-à-dire qu'elle va organiser autour d'une stratégie économique à horizon 7 ans, elle va organiser une collecte budgétaire et une redistribution budgétaire dans les États membres et va également garder à sa main des capacités d'intervention en direct pour soutenir des projets avec une forte composante innovation. Sur 2020, enfin sur la période 2014-2020, il y avait 77 milliards d'euros de budget à la main de la Commission européenne et il grimpe à 100 milliards d'euros sur la période 2021-2027, donc une nouvelle période qui vient de démarrer. Alors, il y a quelques dispositifs qui sont bien connus, un EIC Accelerator pour les entreprises innovantes, voilà, elles connaissent bien ce dispositif. C'est souvent des outils très puissants, mais également très sélectifs. Sur le EIC Accelerator, par exemple, vous avez eu un taux de succès sur la dernière vague qui était de 0,4% à l'échelle de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un projet qui sort du lot pour pouvoir candidater. Et puis ensuite, vous avez des capacités d'intervention sur des projets collaboratifs. Là, vous allez avoir des entreprises innovantes avec une collaboration entre plusieurs entreprises, au travers de plusieurs pays, éventuellement avec des universités, avec des institutionnels. Voilà. Et donc, c'est l'Europe qui garde la main sur le soutien de ce type de projet. Au-delà de ça, pour ne pas être omnipotente, elle a quand même délégué des capacités d'intervention à des structures territoriales. Et pour le faire, elle a sanctuarisé des fonds thématiques, le FEDER, FEADER, FEAMP, FSE, FEAGA. Voilà, ce sont des mots pour certains que vous avez déjà entendus. FEDER et FEADER étant les plus connus, et signifiant pour le FEDER, Fonds européen pour le développement régional, et FEADER, Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Sur la région Pays de la Loire, vous avez par exemple des fonds FEADER qui sont très puissants puisqu'on a un tissu d'industrie agroalimentaire qui est également très puissant et ce tissu d'industrie agroalimentaire est notamment soutenu par des fonds FEADER. Et le fonds FEADER va soutenir des projets d'infrastructure territoriale et également des gros programmes d'innovation. Sur l'étage en vert maintenant, c'est l'étage de l'État français qui structurellement a des capacités d'intervention. Là, je suis sur la deuxième brique sur un dispositif qu'on appelle Programme d'investissement d'avenir, quatrième vague, qui a vocation à soutenir des projets d'innovation. Toujours sur le financement de la R&D, vous avez également des dispositifs fiscaux avec le plus emblématique qui est le crédit d'impôt recherche, et tout ça pesant pour un peu plus de 6 milliards d'euros par an. Voilà, donc ces deux briques-là sont des briques que je vais qualifier de structurelles, puisqu'elles ont un caractère assez récurrent.
Et puis autour de ça, il y a une brique conjoncturelle, hein, qui est celle du plan de France Relance. Et comme l'a très bien dit Nicolas tout à l'heure, ce plan de 100 milliards d'euros a orienté 30 milliards vers des enjeux de transition écologique, sachant que les deux autres piliers sont la compétitivité et l'inclusion sociale. Donc ça veut dire que c'est un plan massif, hein. Pour rappel, le plan de relance qui avait suivi la crise de 2008-2009 était pour la France de l'ordre de 25 milliards. Voilà, donc on est aujourd'hui avec une dotation 4 fois plus importante. Et puis vous avez un dernier acteur sur une lecture territoriale qui sont les régions, parfois les intercommunalités, mais surtout les régions, qui ont une casquette d'autorité de gestion, qui est un terme un peu technique, mais qui permet à une région, sous réserve qu'elle respecte la réglementation européenne, de pouvoir engager des fonds qui lui sont propres pour soutenir des projets, et ces fonds seront abondés automatiquement par des fonds européens. Et donc, beaucoup d'entreprises peuvent candidater sur des dispositifs régionaux et finalement bénéficier d'une aide européenne au travers de l'intervention de la région. Voilà, ça c'est pour une lecture verticale de l'organisation. Et une fois qu'on voit cette lecture verticale, on peut également offrir une lecture horizontale, c'est-à-dire qu'au-delà des acteurs que l'on a parcourus précédemment, vous avez également une petite galaxie d'organismes publics qui sont susceptibles d'intervenir. BPI France, à travers sa branche innovation, peut intervenir sous forme de subventions sur des projets d'innovation. L'Agence Innovation Défense, qui permet de soutenir des projets d'innovation duale, c'est-à-dire des innovations qui pourraient trouver un champ d'expression à la fois dans le secteur civil, mais également dans le secteur militaire. L'ADEME, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui est un acteur de référence sur le financement public. Je ne rentrerai pas dans le détail, puisque précisément Romain étant présent, il le fera mieux que moi. France Agrimaire, qui a vocation à soutenir des filières agricoles. Donc, il y a le secteur de la viticulture, le secteur de l'élevage, des fruits et légumes, et ainsi de suite. Et donc, eux suivent vraiment une logique par filière et ont des fonds assez importants pour soutenir des investissements ou des transitions. Les agences de l'eau également sont des acteurs incontournables pour certaines industries. Et puis, à côté de ça, vous avez la CARSAT, l'agence bio, et ainsi de suite. Voilà, une multitude de financeurs qui sont susceptibles d'intervenir. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'en faire une liste détaillée, mais là, l'idée de cette slide, c'est de vous montrer également que ces investisseurs, enfin, ces institutionnels ont des fonds qui sont susceptibles de flécher vers les entreprises. Et ces fonds sont renforcés, notamment par l'intervention du plan de relance et également du programme d'investissement d'avenir. Donc aujourd'hui, il y a des capacités d'intervention qui sont très importantes à la main de ces financeurs. L'idée maintenant, c'est de se focaliser sur les financeurs qui sont susceptibles d'accompagner les projets avec des thématiques de transition écologique. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il y a un bloc de 30 milliards d'euros qui est orienté vers des enjeux de transition écologique dans les entreprises, avec une vocation de transition sur les modalités de transport pour 11 milliards d'euros, la rénovation énergétique des bâtiments pour 7 milliards d'euros, la transition énergétique des entreprises pour 9 milliards et l'amélioration de la richesse des sols et la biodiversité pour 3 milliards d'euros. On retrouve la famille des financeurs publics qui ont des dispositifs de transition écologique, donc l'ADEME, l'ASP, l'Agence de l'eau, BPI France, France Agrimaire, l'État en direct, ainsi que la région Pays de la Loire. Et si je prends l'exemple de l'ADEME, vous avez une cartographie quand même qui est très importante. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fonction de la nature de votre projet, de la taille de votre entreprise, éventuellement de sa localisation géographique, eh bien, vous allez avoir une capacité d'intervention de l'ADEME qui va être très importante. Et notamment, et de plus en plus, des dispositifs qui sont sous forme de procédures simplifiées, que là j'ai matérialisé avec des smileys, et qui permettent justement de sortir d'une logique de constitution de dossiers très aboutie pour rentrer sur une logique de mécanique assez automatique. Voilà, Romain prendra le temps certainement de commenter tout ça. Tout en bas, à droite, j'attire votre attention sur le fait que l'ADEME, évidemment, est un acteur à vision nationale, mais également des liens très forts avec les régions. Et donc, vous avez des ADEME régionales. Et donc, main dans la main avec les régions, peuvent mettre en œuvre des appels à projets qui répondent à des enjeux spécifiques de telle ou telle région. Ensuite, vous avez l'ASP, qui est l'Agence de services et de paiement, qui était un financeur public qui était assez méconnu jusqu'à présent et qui est sorti un petit peu du bois ces derniers mois, puisqu'il y a deux dispositifs phares qui sont venus à sa main, à la fois celui portant sur les investissements liés à l'industrie du futur, mais également, dans le cadre de la transition écologique, un guichet qui permet de valoriser certains investissements de décarbonation des outils industriels,
avec une liste préétablie de typologies d'investissement et en face des taux de subvention qui peuvent aller de 10 à 50. Et là aussi, on est sur une procédure simplifiée. Les agences de l'eau, qui ont vocation de protéger ou aider à protéger la ressource en eau sur les territoires, à travers une approche à la fois qualitative et quantitative. Sur l'approche qualitative, l'enjeu, c'est de participer à la réduction des pollutions, que ce soit des macro ou micro-pollutions. Et quand on a un enjeu de réduction de pollution, ça passe souvent déjà par un état des lieux et des études préalables sur les techniques à employer et les impacts attendus de ces techniques sur le milieu. Une fois qu'on a fait ces études qui peuvent être financées en partie par les agences de l'eau, vous passez sur une phase travaux pour la réduction des pollutions. Et puis, vous avez également des aides de dispositifs d'autosurveillance, notamment pour mettre en œuvre des dispositifs qui permettent d'éviter les pollutions accidentelles. Et vous voyez, les taux de subvention de l'Agence de l'eau sont assez significatifs. Vous avez également, sur l'aspect quantitatif cette fois, une logique de réduction des consommations, avec toujours une logique de phase d'études, travaux et d'équipements qui peuvent être subventionnés de façon importante, notamment sur des sites déjà existants. Sur des sites nouveaux, vous allez avoir des aides de l'Agence de l'eau dès lors que vous avez un objectif de zéro rejet. Si vous êtes sur un site existant, eh bien, l'idée, c'est de mesurer les consommations du site actuel, de faire une évaluation des techniques que vous pourriez mettre en œuvre pour réduire ces consommations. Et en fonction de l'effet de ces réductions de consommation, vous allez avoir une aide qui va être plus ou moins importante. En complément, donc BPI France, à travers sa branche innovation, permet de soutenir des projets innovants dont la composante est essentiellement à caractère environnemental. Si je prends un concours national qui est ouvert en ce moment, qui s'appelle Innove, plus que jamais, on est sur la 7e vague de ce concours-là. C'est la première fois qu'on voit autant de thématiques autour de la transition écologique. Alors ça touche à la biodiversité, ça touche à la ressource en eau, ça touche à la gestion des données, et à des technologies numériques abouties, mais qui peuvent s'exprimer justement dans une logique de protection de l'environnement. Voilà, donc vous avez des PME qui peuvent candidater sur ces dispositifs et offrir demain des solutions nouvelles justement aux acteurs du territoire pour protéger l'environnement. En haut à droite, vous avez bien sûr l'État qui intervient en direct. Alors, il a ouvert récemment ce qu'on appelle un crédit d'impôt rénovation énergétique qui est réservé aux TPE-PME et qui permet à hauteur de 30 de bénéficier d'un crédit d'impôt avec un plafond de 25. C'est sur tout ce qui va être travaux de rénovation de bâtiments tertiaires. Voilà, donc si vous avez des bureaux à rénover et ainsi de suite, il y a un certain nombre de dépenses que vous pourriez valoriser également sur ce crédit d'impôt rénovation énergétique. France Agrimaire, je vous l'ai décrit tout à l'heure, avec sa logique de filière, a une logique également de couvrir à la fois l'amont et l'aval. C'est-à-dire que l'amont, ça va être le terrain, les agriculteurs, et qui, dans leur technique de culture ou d'élevage, vont avoir un impact sur le milieu qui peut être plus ou moins important. Et donc là, vous allez avoir des aides sur le renouvellement des agroéquipements pour justement éviter des impacts trop nuisibles sur l'environnement. Et puis ensuite, vous avez l'aval avec le maillon de transformation et de distribution qui va être soutenu également, avec deux grands plans emblématiques qui sont soutenus par France Agrimaire en ce moment, qui sont le plan protéines végétales, qui permet de soutenir les projets de développement de protéines végétales à la fois pour l'alimentation humaine, mais également pour l'alimentation animale, sachant qu'en France, il y a une filière complète en fait, qui est en train de se structurer autour de ça. L'idée étant d'augmenter l'indépendance protéique de la France. Et puis, vous avez un plan abattoir doté de 130 millions d'euros qui permet de moderniser le territoire et les infrastructures d'abattoirs sur le territoire avec une vocation qui est d'améliorer les conditions du bien-être animal. Voilà, donc c'est un plan qui est aussi très ambitieux. Et puis, vous avez naturellement la région qui a ses propres enjeux, ses moyens de soutien et qui, pour les Pays de Loire, l'oriente sur un appel à projet sur les énergies renouvelables innovantes et les réseaux intelligents, qui permet d'aller chercher une subvention jusqu'à 200 000 euros. Et puis, la région Pays de Loire participe également à la transition vers la mise en place d'écosystèmes hydrogène. Et donc, il y a un plan national, mais qui est doublé d'un plan régional, et là, en partenariat avec l'ADEME, sur justement l'émergence d'écosystèmes territoriaux pour l'hydrogène. Et puis alors, dernier outil qui peut être très puissant, mais qui n'est pas vraiment une aide publique, on ne le définit pas comme ça en tout cas, puisqu'il est organisé certes par la puissance publique, mais ça reste un marché de gré à gré, c'est celui des C2E, certificats d'économie d'énergie.
Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique parce que c'est pas l'intérêt du propos, mais il faut avoir conscience que c'est un outil qui peut être activé de façon assez efficace pour couvrir justement une partie des investissements, qui permettent la réduction de consommation d'énergie, parfois également sur, l'intensité, enfin l'optimisation de l'intensité de la consommation de la ressource en eau. Voilà, vous avez un certain nombre d'opérations qui peuvent être, soutenues par ces C2E. Alors, je vais terminer mes propos par les principaux critères et les principales règles qu'il faut pouvoir observer pour réussir sa démarche dans une demande d'aide publique. Bien sûr, vous avez des critères qui sont importants à prendre en compte, notamment la taille de l'entreprise. Tout à l'heure, j'ai évoqué un dispositif qui était réservé aux PME, par exemple. La PME, au sens européen du terme, c'est une entreprise ou un groupe d'entreprises qui comporte moins de 250 salariés et qui, en plus, fera moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou aura un total de bilan net de 43 millions d'euros. Ça, c'est très important de déterminer sa taille d'entreprise parce qu'elle peut soit vous ouvrir ou vous fermer la porte à un dispositif, soit moduler les taux d'intensité de ces dispositifs. Ensuite, vous avez le secteur d'activité qui, naturellement, est très important puisque certains dispositifs sont réservés à des acteurs qui sont bien normés en termes de code d'activité. Voilà, donc ça permet d'éviter les fausses routes. Et puis l'essentiel, j'ai envie de dire, même s'il ne faut pas négliger les 2 premiers critères, l'essentiel, ça reste quand même le projet. En quoi ce projet a un caractère stratégique pour l'entreprise? Quelle est la nature de ce projet? Est-ce qu'on parle de recherche et développement? Est-ce qu'on parle d'investissement matériel, de rénovation? En quoi les choses peuvent être également interconnectées entre la R&D et l'investissement matériel? Voilà, donc il y a un petit peu de décryptage à faire autour de la nature de ces projets. Également, quels en sont les impacts sur le versant environnemental, sur le versant social, l'impact sur l'emploi notamment, et puis sur le versant économique pour la structure qui porte le projet. Quels en sont les budgets, les calendriers et les parties prenantes, sachant que budget et calendrier vont s'exprimer plutôt sur un horizon de 18 à 36 mois en fonction des dispositifs. Donc l'idée étant pas nécessairement de dire, bah voilà, j'ai un investissement dans 2 mois et je voudrais le soutenir, c'est plutôt de prendre un peu de hauteur et de dire, voilà, c'est quoi l'histoire de l'entreprise dans 2 ou 3 ans et quels investissements nous allons conduire justement pour poursuivre cette trajectoire. Et puis les parties prenantes, c'est de savoir si effectivement il y a soit des collectivités territoriales qui sont partenaires de votre initiative, soit éventuellement des universités ou d'autres PME. Voilà, l'idée, c'est de lister tout le monde. Et puis les règles à observer pour éviter les fausses routes, bien sûr vérifier l'éligibilité. Donc là, l'objectif, c'est quand même d'analyser en détail le dispositif d'aide que vous avez ciblé. Ça nécessite parfois de le relire 2, 3 fois pour bien comprendre effectivement de quoi il en retourne et quels sont les objectifs et les cibles qui sont recherchées par ce dispositif. Mais c'est important, sinon vous risquez de passer des heures ou des dizaines d'heures à essayer de monter un dossier et en fait, vous allez être retoqué parce qu'il y a une des conditions que vous ne respectez pas. Ensuite, il faut faire la demande dans les temps. C'est ce qu'on appelle chez nous le critère d'incitativité, c'est-à-dire que le financeur public est contraint de soutenir un projet qui n'a pas démarré. Donc, si vous lui parlez d'un projet sur lequel vous avez déjà démarré les travaux, sur lequel vous avez déjà signé un bon de commande pour une machine et ainsi de suite, vous êtes déjà trop tard. Il faut pouvoir le saisir avant. Le saisir avant, ça ne signifie pas qu'il faut attendre que le financeur public se soit positionné sur le dossier. Le saisir, ça signifie qu'il faut soit avoir envoyé une lettre de saisine, ce qui est un pré-dossier simplifié, soit avoir envoyé un dossier complet. En tout cas, avoir fait une action très nette auprès du financeur public pour l'informer de votre projet. Et cette action très nette fera l'objet d'un accusé de réception qui comportera une date et à partir de laquelle vous pourrez démarrer effectivement votre projet. Ensuite, le dernier point, c'est l'optimisation du budget. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir une profondeur de vue de 12 à 36 mois et puis de les positionner sur les différents dispositifs qui seraient susceptibles de rencontrer ces projets. Voilà, donc soit, nous, on a 2 grandes stratégies, soit c'est on va éclater les projets pour aller chercher différents dispositifs, soit au contraire, on va les regrouper parce qu'on arrive à trouver un dénominateur commun entre ces différents projets pour les présenter sur un dispositif qui peut être plus intensif. Ça, c'est pour les règles de base. Et puis, d'une manière générale, il y a l'objectif d'être très rigoureux quand même sur la démarche de mobilisation de financement public, puisque les contraintes réglementaires étant très fortes pour le financeur public, il faut que vous, en tant que demandeur, vous puissiez assurer le financeur public qu'il n'y aura pas de problème si jamais il y a un contrôle du dossier. Et donc, il peut y avoir
des problèmes de non-éligibilité, des problèmes de correction financière et des problèmes, voire, d'annulation complète des aides. Donc il y a un processus de suivi rigoureux à mener, jusqu'au terme de la démarche, voilà. Les coordonnées, si vous avez la moindre question, mais vous avez également un système de chat, hein, que vous pouvez utiliser, Nicolas, se faisant fort de pouvoir relayer vos questions en fin d'intervention. Voilà, et je vais donner la main, désormais et la parole à Romain. Merci pour votre attention. Merci Régis, je vais à mon tour partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est bon. Normalement, c'est bon. Parfait. Je vais vous présenter donc quelques actions opérées par l'ADEME dans le cadre du plan de relance sur ces 2 prochaines années. Très, très rapide présentation de l'ADEME pour entamer mon propos. Donc l'ADEME a 4 missions principales. La première, c'est de promouvoir l'animation et la participation. Enfin, c'est de promouvoir pardon, la recherche, le développement et l'innovation. La deuxième, d'accompagner l'évolution des mentalités en ce qui concerne la transition écologique, énergétique, favoriser l'évolution des comportements. L'ADEME intervient également pour conseiller ces différents clients, entre guillemets, donc ce sont des particuliers, des collectivités et évidemment des entreprises, en orientant les choix de ces différents acteurs. Et évidemment, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en accompagnant le financement de leurs différentes actions. Donc on a à notre disposition un arsenal de mécanismes qui évoluent dans le temps. Je profite de cette occasion pour faire un petit vous porter à votre attention un petit point concernant le budget de l'ADEME. Sur une année standard, il s'élève à 757 millions d'euros. Dans le cadre du plan de relance, notre budget est multiplié par 2,5 avec une incitativité extrêmement forte puisqu'on est engagé à dépenser environ 60 de ces 2 milliards d'euros supplémentaires d'ici à fin juin 2021. D'où ma joie de pouvoir bénéficier de cette tribune pour vous présenter ces dispositifs et vous encourager à y répondre le plus rapidement possible. Concrètement, mon message fort aujourd'hui, c'est que l'ADEME met à disposition des entreprises des fonds qui sont disponibles très rapidement. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Quelques lignes directrices qui sous-tendent ces moyens renforcés dans le cadre du plan de relance. Donc c'est évidemment l'idée d'investir dans la transition écologique et énergétique, c'est le principe même de l'action de l'ADEME. La participation au dynamisme des territoires, donc on anime des dispositifs nationaux, mais à l'échelle locale. Une petite précision dans ce cadre, on n'a pas de plafond par région. Concrètement, on ne sera pas plafonné en région Pays de la Loire une fois qu'on aura atteint un certain montant pour chacun des dispositifs. Ceci également pour vous préciser qu'on est plutôt dans une dynamique de premier arrivé, premier servi, sous réserve évidemment d'éligibilité des dossiers présentés, ce qui renforce l'idée que pour capter la plus grande part des financements nationaux, autant s'y mettre tout de suite. Le troisième principe directeur de ce plan de relance pour l'ADEME, en tout cas, c'est de maintenir et de créer de l'emploi sur le territoire. Alors pour articuler ces différents dispositifs, on se penche plus particulièrement sur 6 thématiques prioritaires: la décarbonation de l'industrie, l'hydrogène, l'économie circulaire et les plastiques, l'accompagnement des PME dans leur démarche de transition écologique et énergétique, la dépollution et le tourisme durable. Je vais vous présenter 4 de ces dispositifs un peu plus dans le détail parce qu'ils me paraissent à la fois très pertinents, puissants et également parce qu'ils touchent pour la majorité d'entre eux une assiette assez large d'entreprises. Je fais toutefois une petite aparté pour vous préciser que justement cet arsenal de mécanismes étant extrêmement large, le plus simple est également de favoriser un contact direct avec les interlocuteurs de l'ADEME. On est plusieurs à être identifiés sur des dispositifs. Je pourrais vous réorienter vers ceux qui vous paraissent les plus pertinents selon votre projet, mais c'est mon autre mot d'ordre aujourd'hui. Contactons-nous et discutons ensemble autour de votre projet. C'est sans doute la manière la plus efficace de procéder. Ici, vous trouverez le lien de la nouvelle plateforme unique côté ADEME qui permet aussi bien de consulter les différents mécanismes récurrents ou ponctuels de financement des opérations en lien avec la transition écologique. Donc, vous trouvez le lien sur cette page. Je vous encourage également à vous abonner à ces mises à jour, tout simplement. Vous recevrez
un volume de mail un peu important, mais concrètement, ça vous permettra également de pouvoir bénéficier des mises à jour des dispositifs. Certains sont mûrs et prêts dès aujourd'hui, d'autres vont l'être dans les prochaines semaines ou prochains mois, d'où l'intérêt soit d'y revenir fréquemment, soit de vous abonner à cette page. Je précise également que c'est l'unique plateforme par laquelle vous pourrez déposer vos dossiers de candidature au mécanisme de l'ADEME. Donc un lien à noter précieusement. Donc. J'attaque avec la présentation de quelques dispositifs qui me paraissent pertinents pour vous aujourd'hui. Le premier s'appelle Tremplin pour la transition écologique et énergétique. Il s'adresse aux TPE, PME, associations également. Concernant les entreprises, il s'adresse à tous les secteurs d'activité. Il était au début fermé aux entreprises et aux exploitations du secteur agricole. Ce n'est plus le cas désormais. Elles peuvent bénéficier également de cet accompagnement. Je précise également que depuis hier, il est renforcé concernant les entreprises du secteur touristique pour les zones rurales, donc hôtellerie et restauration. Concrètement, qu'est-ce qui concerne Qu'est-ce qui vous permet d'entreprendre? Il vous accompagne aussi bien sur des études que sur des investissements par l'apport d'un montant forfaitaire sur toute une série d'actions. Il y en a environ 70, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune, mais sur des thématiques extrêmement larges. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement généralement, c'est parfois capé, mais généralement à hauteur de 80% du montant que vous sollicitez, aussi bien pour l'étude que pour l'investissement. Donc les actions qui sont sur la table sont extrêmement larges. Ça peut être l'isolation, l'éclairage. J'en profite pour signaler que c'est un dispositif qui est cumulable avec les C2E, on y reviendra. Des actions relatives au bilan gaz à effet de serre, des actions relatives à la mobilité, aussi bien à la mobilité douce qu'aux véhicules électriques. Des actions également pour vous accompagner sur votre gestion des déchets ou sur vos démarches d'éco-conception. Donc c'est un dispositif qui se veut extrêmement autoportant avec une instruction administrative côté ADEME qui est légère et rapide avec une grande part d'automatisation concrètement. Vous pour procéder à pour bénéficier de cette aide, il vous suffit de vous rendre sur la page Agir dont j'ai indiqué le lien sur la slide précédente, de remplir un petit fichier Excel qui se veut très simple. Les seules informations critiques à remplir par vos soins sont votre code NAF et la localisation de votre entreprise. Le petit fichier Excel enclenche une macro qui permet de vous afficher immédiatement toutes les actions auxquelles vous êtes éligible. Une fois de plus, je vous encourage vraiment à prendre quelques minutes pour faire ce petit exercice, l'éventail des mesures étant extrêmement large. Il y a de grandes chances que certaines d'entre elles vous intéressent et vous paraissent pertinentes. Quelques petits points d'attention. Pour être éligible, le cumul des aides que vous sollicitez doit être supérieur à 5 000 €. Concrètement, l'ADEME ne sortira pas son carnet de chèque pour une aide de 1 000 ou 4 900 €. À partir de 5 000 €, vous serez accompagné et les subventions que vous sollicitez vous seront accordées. Relativement automatiquement, j'y reviens, on est sur une instruction extrêmement légère, comme l'a très juste titre souligné Régis Lamy tout à l'heure. Les versements de ces aides sont réalisés en 2 phases. La première représente 30% du montant des subventions allouées et vous sera versé immédiatement à la signature à la contractualisation, ce qui opérera, on l'espère, en tout cas c'est notre objectif, 15 jours après votre demande au plus tard. Le reste, le solde vous sera versé, les 70% restants vous seront versés lors de la clôture de votre projet, par exemple dans le cadre d'un bilan gaz à effet de serre. Lorsque vous l'aurez terminé, on vous demandera simplement une attestation sur l'honneur de la réalisation de ce bilan gaz à effet de serre et on vous versera donc les 70% restants. Vous l'avez compris, on est sur une instruction administrative extrêmement allégée, avec des petites aides, des petits coups de pouce qui sont vraiment, à mon sens, intéressantes pour les TPE, PME et associations. Je poursuis avec un autre dispositif, là également, Régis Lamy l'a souligné tout à l'heure, son instruction se veut extrêmement allégée et simplifiée. C'est un dispositif qui, lui, fait la part belle à l'innovation. Les entreprises doivent remplir un petit dossier d'une dizaine de pages qui est préformaté pour
exprimer leurs projets. Ce qui est ici accompagné, ce sont les projets en phase de pré-commercialisation. Vous avez une dernière marche à gravir en ce qui concerne l'innovation de votre produit, de votre solution. Cette marche vous permettra ensuite d'entrer dans une phase de commercialisation à un peu plus grande échelle, de massification de votre activité. Ce guichet est pertinent pour vous. Il fonctionne sur la base d'une aide forfaitaire d'un montant unique de 100 000 € qui vous est versé en 2 fois. Une fois de plus, un dossier d'une dizaine de pages, c'est relativement léger à formaliser. 100 000 €, c'est une somme qui peut donner un coup de pouce intéressant sur vos projets. Les seuls entre guillemets, critères d'éligibilité que je souhaite porter à votre attention, c'est que les projets concernés, tout montant confondu, doivent représenter plus de 250 000 €, que la durée du projet doit être inférieure à 18 mois. On est vraiment dans cette phase de pré-commercialisation sur la dernière marche à gravir. Ce dispositif s'adresse également aux PME et surtout, c'est mon point d'attention ici, la deuxième et dernière échéance est au 5 avril. Donc il vous reste 4 petites semaines pour formaliser ce dossier. Ça ne me paraît pas insurmontable. Pour peu que vous vous inscriviez dans le cadre de ces critères d'éligibilité, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Je poursuis avec un appel à projet qui, lui, a une cible beaucoup plus restreinte, mais avec un impact extrêmement puissant. Il concerne un dispositif d'efficacité énergétique à destination des entreprises industrielles pour tout ce qui concerne leur démarche d'efficacité énergétique et d'évolution de leurs procédés. J'affichais ici publication imminente. Imminente, la date de parution était même hier. Donc je vais mettre à jour ma petite présentation avant diffusion pour vous donner le lien vers cet appel à projet. Son échéance est effectivement à mi-mai 2021. C'est un appel à projet qui se veut beaucoup plus sélectif dans le sens où il concerne les projets dont les investissements, les CAPEX, représentent plus de 3 millions d'euros. Donc, sur ces 3 millions d'euros, une part significative doit être dédiée à la transition énergétique et écologique. Ce n'est pas pour autant que l'intégralité du projet doit concerner ce volet uniquement. Donc, ça élargit un petit peu, ça nuance un petit peu mon propos précédent. Je vais ajouter ici quelques exemples de projets qui peuvent être valorisés et récompensés dans le cadre de cet appel à projet. Un petit mot pour vous dire que côté région Pays de la Loire, on a eu seulement, entre guillemets, 3 candidats sur la levée précédente. Sur les 3 candidats, on a eu 2 lauréats et un troisième qui on a demandé de redéposer son dossier pour une instruction que l'on espère fructueuse dans les semaines et mois à venir. Donc, ça concerne probablement peu d'interlocuteurs parmi vous, mais également avec un impact extrêmement important puisque les subventions apportées ici se chiffrent en centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Pour les projets qui seraient plus raisonnables et moins gourmands en investissement, c'est-à-dire inférieur à 3 millions d'euros, c'est également un propos qui a été tenu par Régis l'a mis tout à l'heure. Il y a plusieurs guichets qui vous sont ouverts. Le premier, c'est l'ASP, donc l'Agence des services et paiements de l'État, qui identifie une liste de 18 équipements d'efficacité énergétique. Donc cette liste est bornée, limitée. Si vous avez un projet d'efficacité énergétique dans votre entreprise, je vous encourage à jeter un œil sur cette liste qui est identifiée sur le lien que je vous qui est sur cette slide, excusez-moi. Là aussi, il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros à aller chercher selon votre projet, avec une instruction extrêmement légère et rapide de votre côté. Donc il faut y aller concrètement. L'autre dispositif complémentaire qui, lui, est indépendant du plan de relance, ce sont les certificats d'économie d'énergie, cumulables avec le dispositif tremplin, le premier dispositif que je vous ai présenté à destination des TPE et PME. Il propose des fiches actions standardisées dans lesquelles on peut retrouver une bonne partie des actions d'efficacité énergétique que vous pourriez entreprendre dans votre entreprise, de l'isolation, de l'éclairage, des meubles frigorifiques.
Là également, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur la liste des opérations qui sont financées. L'instruction se veut également extrêmement normée. C'est des choses sur lesquelles les obligés, les acteurs qui pourront vous accompagner dans cette démarche sont extrêmement familiers. Donc également, des fonds à aller chercher dans le cadre de votre démarche d'efficacité énergétique. Je poursuis avec un dispositif pérenne, côté ADEME qui est ouvert hors cadre plan de relance, mais qui est renforcé dans le cadre de ce plan de relance justement, qui a vocation à soutenir les projets de chaleur renouvelable. Donc concrètement, si un jour vous voulez vous débarrasser de votre chaudière à fioul ou si vous, souhaitez, intégrer une démarche, de transition écologique en ce qui concerne la production de chaleur ou de froid de votre entreprise, ce dispositif peut vous accompagner en 2 phases. La première, en finançant une étude de faisabilité. Selon la taille de votre entreprise, le financement de l'ADEME représentera généralement entre 50 à 70 du montant de l'étude et dans un deuxième temps, suivant les conclusions de cette étude qui sera réalisée par un bureau d'études indépendant, vous accompagner également sur, les investissements pour pouvoir mener à bien ce projet. Et là, cette fois, la subvention pourra représenter généralement entre 30 et 50. À noter que les TPE sont mieux accompagnés que les grands groupes. C'est ce qui explique les deltas de pourcentage de subvention que j'évoquais à l'instant. Concrètement, ça se matérialise par des projets de 6 typologies, des chaudières bois, de la géothermie, de la méthanisation, des réseaux de chaleur ou de froid, du solaire thermique et de la récupération de chaleur fatale, ce qui exclut de fait les projets solaires photovoltaïques. Là-dessus, pour ce qui peut vous paraître un petit peu obscur et technique, sachez qu'on a monté côté ADEME en partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire, un réseau qui s'appelle le Réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire, qui met à votre disposition surtout des acteurs, des relais locaux, qui interviennent à la maille départementale, donc qui connaissent bien vos territoires et qui pourront vous accompagner dans ces démarches qui peuvent vous paraître techniques et ou nébuleuses en termes de financement là-dessus. On peut donc, faciliter vos démarches. Je passe très rapidement sur cette slide-là. C'est uniquement une rapide, introduction à consulter, la suite du document que je ne balayerai pas ici et pour rappeler qu'il y a vraiment un arsenal de mesures à votre disposition dans le cadre du plan de relance. Certaines de ces démarches sont largement détaillées dans les annexes de ma présentation. Une fois de plus, le complément sur lequel je souhaite, insister avec vous aujourd'hui, c'est que alors je reviendrai sur la page précédente après, mais qu'on est à votre disposition pour échanger et discuter de vive voix de vos projets. Je serai votre contact sur la partie énergie. J'ai des homologues sur les parties déchets et économie circulaire. Donc on est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone ou à nous envoyer un petit mail pour qu'on prenne un rendez-vous. Ce sera, je pense, le plus efficace. Un petit complément à ce que disait Régis Lamy tout à l'heure. Quelques bonnes pratiques, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais ça vaut peut-être le coup de le faire pour éviter les écueils que certains porteurs de projets rencontrent. Nous solliciter, échanger, vous l'avez compris, ça je l'ai suffisamment répété. Soignez votre dossier. Côté ADEME, parce qu'on a des fonds extrêmement conséquents à engager rapidement, on est également extrêmement sollicité, vous le comprendrez aisément. On est ravis d'échanger avec vous. La contrepartie qu'on vous demande, en revanche, c'est de soigner votre dossier pour limiter les itérations successives. On vous demande dès le premier dépôt un dossier robuste, solide, rigoureux, pour éviter, un, de perdre notre temps et deux, également, de limiter vos risques d'avoir des dossiers non éligibles ou recalés par négligence, on va dire. Quelques petits rappels aussi qui sont plutôt valables pour l'ensemble des financements publics. Sachez que vos demandes de subventions, d'aide auprès de l'ADEME par exemple, doivent être réalisées avant le déclenchement de vos investissements. Concrètement, si vous réalisez une demande de financement aujourd'hui du 12 mars, vous pouvez commencer à partir de lundi vos actions sans attendre la décision de financement de l'ADEME. En revanche, aujourd'hui 12 mars, on ne pourra pas financer une action qui a été entamée le 11 mars ou avant. Dernier conseil, dernière restriction importante, c'est que les opérations de mise en conformité
ne sont pas subventionnés, ne sont pas accompagnés par l'ADEME. Donc on est vraiment sur un soutien d'une démarche proactive plutôt que sur du soutien à la mise en conformité réglementaire. J'en ai terminé et je m'arrête là de ce pas. Ok. Merci Romain. Je vais donc passer la parole à Alain Mimouni qui va nous illustrer la vision pratique et l'expérience d'une entreprise confrontée à ses volontés d'investissement dans la transition écologique et également à ses enjeux de mobilisation de financement et les écueils qu'il a pu rencontrer dans le cadre de ses mises en œuvre. Merci. Vous m'entendez? Tout à fait. Très bien. Je vais vous présenter le groupe Bouillet, dire quelques mots avant de parler du cas qu'on a rencontré. La fonderie Bouillet est une vieille fonderie bien connue. Elle a été créée en 1913 et en fait aujourd'hui le groupe compte deux entités. La principale est ici dans la Loire-Atlantique et la seconde est à Revin dans les Ardennes. Alors, quelques chiffres, mais la particularité de la société, c'est que nous exportons 95% de ce que nous faisons. Nos produits sont dans 55 pays, mais essentiellement, on exporte vers l'Allemagne et ensuite nos produits sont intégrés dans toute la gamme exportée de l'Allemagne. On est en quelque sorte une société allemande en France. Activité de destination, tout ce qui est lié aux engins de levage et en particulier toutes les installations d'éoliennes, de champs de panneaux solaires, les grands travaux publics, les grands travaux d'installation, mais également l'agricole. Le produit a énormément évolué. On est passé en 10 ans de formes simples et basiques à des formes comme celle que vous voyez sur la droite. La pièce à droite mesure 4 mètres de long. Elle pèse 5 tonnes et elle est devenue aujourd'hui une pièce extrêmement complexe. On était une fonderie qui faisait un peu d'usinage. On est devenu une société d'usinage qui travaille sur des produits de fonderie. Donc vraiment un changement radical dans notre activité. Voilà pour le cadre général. Maintenant, comment s'est passée cette demande de subvention et ce qu'il en est? On va examiner tout à l'heure, je vais vous parler de 3 cas particuliers qu'on a soumis, mais notre dossier qui a été soumis le 27 octobre 2020 portait sur des investissements qu'on a sélectionnés. On a prévu sur 2 ans 5 400 000 € d'investissement. Tout à l'heure, Régis Lamy parlait de bien définir où voulait aller l'entreprise pour les 2 ou 3 prochaines années. C'est ce qu'on a fait et à l'intérieur de ce programme d'investissement, on en a choisi pour un total de 2 340 000 en faisant en sorte que les investissements choisis aient plusieurs impacts, qu'ils aient un impact de modernisation de l'entreprise, mais également et d'abord d'amélioration des conditions de travail et également des impacts environnementaux. La réponse a été très rapide puisque notre dossier a été soumis le 27 octobre et qu'on a reçu, une attribution de 800 000 €, dont 400 000 versés dès le 19 janvier. Maintenant, la constitution du dossier n'a pas été simple. On a fait ça de façon interne. On a eu du mal à comprendre comment il fallait constituer ce dossier, comment le rédiger, comment comprendre le langage technique de l'administration. Et on s'est retrouvé un petit peu seul et je crois qu'on a été beaucoup à courir de tous les côtés pour réussir à constituer ce dossier qui, pour nous, n'a pas été facile et il fallait identifier les investissements qui étaient éligibles, ceux qui ne l'étaient pas. Enfin bon, ça a été quelque chose de compliqué et ça n'était pas facile. Mais au final, ça a marché. Je passe à la page suivante pour vous donner 3 cas qui probablement ont contribué au fait que nous avons été sélectionnés, que nous avons obtenu cette subvention. Parmi nos investissements, on avait un premier projet qui était celui de la régénération des sables usés. Aujourd'hui, on recycle 98% des sables qu'on utilise, mais les 2% restants sont encore quelques tonnes. Et en relation avec un sous-traitant, on est en train de tester un système de dépollution du sable où ce sable reçoit des bactéries. Dans ces bactéries, on réussit à faire pousser des plantes. Ces plantes génèrent de la biomasse qui est intéressante de manière énergétique. Et du coup, le sable est inerté
et il peut être à ce moment-là à nouveau utilisé, soit en verrerie, soit en enrobé d'autoroute ou autre. Et du coup, on arrête d'envoyer ces sables usés en déchetterie. Le deuxième cas, c'est celui des piles usagées que vous déposez au supermarché ou ailleurs. On est en train de mettre en place, on prévoit de mettre en place au mois d'août un nouveau filtre central pour toute l'usine. Et jusqu'à présent, on utilisait parmi nos additifs du manganèse. Et ce nouveau filtre nous permet de remplacer le manganèse qui est extrait de l'activité minière par ces batteries, par ces anciennes piles que vous avez utilisées. Et du coup, on réduit une matière première et on génère une matière première dans nos déchets qui, cette fois-ci, étant plus riche en zinc, devient la matière première d'une autre activité, d'une autre industrie. Ça devient un produit qu'on peut vendre. Le troisième exemple, qui est très concret, c'est celui du remplacement des anciennes ampoules, des anciens systèmes d'éclairage qu'on avait dans les ateliers par des LED de dernière génération. Et là, on a changé complètement les conditions de travail. On a l'impression de travailler en plein jour à tout moment dans l'entreprise, même en pleine nuit. Les conditions de travail ont vraiment changé, mais l'économie est considérable puisque la consommation pour ces lampes est passée de 158 kilowatts à 50 kilowatts. On économise par an l'équivalent de 67 tonnes d'émissions de CO2 et surtout, on a un gain mensuel de 4 000 € sur cette opération, ce qui est considérable. Voilà, ça fait partie des 3 cas qui figuraient dans la liste qu'on a soumise. Très content d'avoir obtenu la subvention. Est-ce que ça a été un exercice facile? Non. Régis Lamy tout à l'heure parlait de la façon de constituer le dossier, Romain Lavielle de la nécessité d'être très attentif à ce que l'on faisait. Ça nous a demandé du temps. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, les procédures sont relativement simplifiées, mais ça a été un exercice qui était un petit peu difficile pour nous. Voilà, Nicolas, j'en ai fini. Merci Alain de ce témoignage pratique et transparent aussi sur la réalité de cette difficulté de mise en œuvre. On va voir avec nos différents participants les questions qui peuvent se poser. Moi, je note que vous avez évoqué notamment le sujet du risque de voir le dossier non éligible et finalement, c'est principalement ce risque qui peut être entre le temps à y consacrer et le risque de se voir retoquer à la fin. C'est ça qui constitue notamment un frein dans l'avancée et peut-être le témoignage des différents participants qui peut-être avancent sur certains sujets comme ça ou se posent la question de comment avancer. Et ces participants pourront peut-être nous faire part de leurs interrogations par rapport à ce risque de ne pas être éligible à la fin malgré les efforts fournis. Je vous propose donc d'ouvrir le temps de questions-réponses, puisque, on a encore du temps devant nous, donc auprès de nos 3 témoins et experts. Donc n'hésitez pas, on est vraiment là pour discuter. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, se lancer dans les premières questions. On ouvre les micros, je vous en prie, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer, hein, puisque comme ça permet d'amorcer la pompe généralement. Hem, alors, un sujet, Régis, qui n'a pas été évoqué, c'est le sujet du régime covid. On entend parler d'un régime covid, avec, une subvention à 800 000 €. Est-ce que tu pourrais, nous rappeler, quels sont les enjeux, quelles sont les limites, voilà, nous éclaircir sur ce sujet du régime covid qui n'a pas été abordé dans ton exposé? Ok, alors quand je vous ai présenté l'organisation des financeurs publics, je vous ai dit qu'il y avait une règle de base qui était l'interdiction de donner des aides publiques aux entreprises et qu'autour de cette interdiction, il y avait des dérogations qui prenaient la forme de régimes. Il y en a un certain nombre et une dizaine qui s'appliquent au monde de l'entreprise. Il y a des régimes qui sont structurels, type régime PME, régime recherche et développement innovation et ainsi de suite, régime environnement. Mais vous avez également un régime qui est plus conjoncturel, qui est le régime Covid, qui a été ouvert en mars 2020 par la Commission européenne et qui permet aux États membres de pouvoir, de façon simplifiée, distribuer des subventions à des projets
tel que l'a décrit Alain Mimoni tout à l'heure. Et donc, ce régime indique qu'il est facilitant jusqu'à hauteur de 800 000 euros sous forme de subvention, 800 000 euros par entreprise. Et quand je dis par entreprise, il faut considérer groupe d'entreprises. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est de pouvoir démontrer que l'entreprise qui porte le projet a été impactée par le contexte Covid, impactée négativement, et dès lors se trouve éligible à ce régime-là. Ce régime a été prorogé 2 fois. Là, il est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Et surtout, dernièrement, il a été élargi. C'est-à-dire que d'un montant de 800 000 euros, aujourd'hui, et la ministre déléguée de l'Industrie a fait une communication officielle fin de semaine dernière sur le sujet, il est augmenté à 1 800 000 euros. Voilà, donc est-ce que ce sera 1 800 000 euros de subvention? C'est pas certain. Il peut y avoir là-dedans de l'avance récupérable également, qui est un autre outil d'aide publique. Quoi qu'il en soit, des entreprises comme la Fonderie Bouillet, qui ont déjà bénéficié de 800 000 euros, qui est un plafond en fait sur ce dispositif-là, pourraient légitimement déposer un nouveau dossier sur éventuellement un nouveau programme ou un nouvel établissement du groupe, justement pour aller chercher le complément d'aide. Et puis autour de ce régime Covid, il y a d'autres régimes sur lesquels on peut interagir. Si je prends un exemple que nous, on a régulièrement rencontré, sur le plan de relance, on a passé plus de 200 missions sur le plan de relance. Et évidemment, il y a des dossiers qu'on a plafonnés à 800 000 euros sur le régime Covid, mais on est allé en parallèle chercher d'autres régimes. Donc, sur des entreprises industrielles, on est allé chercher parfois 1,2 million, 1,3 million, 2 ou 3 millions de subventions même, parce qu'on a justement juxtaposé différents régimes les uns à côté des autres. Ok. Alors, on a une question qui nous est arrivée donc de Anaël Le Goff de CETI, donc qui pose la question à Alain. Quel guichet spécifique a été sollicité pour les aides sur le remplacement des éclairages LED? Alors, Alain. Oui, je vous adresserai exactement le nom du guichet. Je vais le vérifier, puis vous le communiquerez directement. Éventuellement, Romain ou Régis, sur une question comme celle-là, votre vision en termes d'orientation, si du côté, par exemple, de CETI, il y a des interrogations. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas, Anaël, si vous souhaitez prendre la parole sur un projet éventuellement en réflexion. Concrètement, Romain ou Régis, comment on adresse un projet comme celui-là, qui a été conduit en l'occurrence, par exemple, par le groupe Bouillet? Côté ADEME, on aurait une réponse qui dépendrait de la taille de l'entreprise. Pour une TPE ou PME, on orienterait directement vers le dispositif tremplin que je vous ai présenté tout à l'heure, qui propose justement des actions de relamping et qui serait tout à fait pertinent dans ce cadre-là. Pour les autres cas, j'aurais tendance à réorienter le porteur vers les C2E, qui proposent également les certificats d'économie d'énergie, qui proposent également des actions en ce sens. Régis aura peut-être des compléments. Oui, pour compléter, effectivement, et c'est le cas de, si je ne fais pas d'erreur, Monsieur Mimoni de la Fonderie Bouillet, c'est que dans les appels à projets qui sont sortis sur les filières automobiles et aéronautiques et également sur les volets territoriaux avec les dossiers territoires d'industrie, et puis également sur d'autres filières stratégiques, nucléaires, ainsi de suite, vous avez en fait la capacité de présenter un dossier global dans lequel vous avez évidemment des éléments de compétitivité liés à l'entreprise, des éléments liés aux conditions d'emploi, hein, Monsieur Mimoni en a parlé, mais également, vous pouvez insérer ce type d'investissement comme justement participant de la qualité de travail, des conditions de travail pour l'entreprise, pour les employés, mais également de la réduction de consommation énergétique. Donc, il n'y a pas un guichet vraiment spécifique pour le relamping, sauf effectivement les spécifiques tremplins, mais je pense que CETI n'est pas accessible compte tenu de la taille, ne peut pas y accéder. Par contre, effectivement, vous pouvez le mettre dans un projet plus global sur un dispositif appel à projet large. C'est ce que nous avons fait. Nous, on l'a inclus dans notre demande globale au titre du plan de relance. Okay. Est-ce que nous avons d'autres questions? Peggy? Oui, bonjour. Une question en fait par rapport à un client qui a lancé cette marche. Alors, on ne t'entend pas très bien, Peggy, je suis désolée. Ah, pardon. Je vais enlever ma caméra. Okay. C'est mieux peut-être? Oui, c'est mieux. Voilà.
Merci. Donc, en fait, un de mes clients voilà, va lancer sa démarche RSE. Il a un projet d'investissement dans une plateforme logistique et la construction d'un équipement sportif. Donc, l'idée, c'est qu'on voilà, on puisse développer ce projet vraiment avec une réflexion très poussée sur l'énergie, etc. Donc, on va utiliser le plan de relance nationale. En fait, ma question, c'est jusqu'où on peut additionner finalement les aides entre justement le plan national de relance, les aides proposées par l'ADEME, un accompagnement de la région. Voilà, est-ce qu'on peut tout cumuler ou est-ce qu'il y a des principes à respecter? Alors, je peux prendre la parole, on va inverser. Romain, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Vous avez effectivement des règles qui sont très strictes en termes de cumul d'aides et qui se rapportent justement au régime que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Et en fonction de la nature du porteur de projet, alors est-ce que c'est une entreprise privée, est-ce que c'est une collectivité, mais également de la localisation du projet et de la nature du projet, eh bien, vous allez avoir accès à différents régimes. Et si vous êtes une PME sur un projet d'investissement industriel, on sait que vous serez soit plafonné à 10%, soit à 20% en fonction des effectifs. Si vous êtes une entreprise positionnée sur un secteur géographique dit AFR, vous serez limité à 30%. Si dans votre projet, vous avez également de la recherche, développement et innovation, vous pourrez être plafonné à 30, 40, 50% en fonction de la nature des enjeux. Donc, vous pouvez effectivement faire coordonner et cumuler certains dispositifs, sachant qu'au bout du bout, il faut quand même avoir les idées assez claires pour dire, compte tenu des caractéristiques de mon organisation, de ma localisation et des projets, je sais que je ne pourrais pas aller au-delà de tant de pourcents d'aide sur mon projet. Voilà, donc si la complexité peut s'avérer lorsque vous êtes sur un projet protéiforme, voilà, avec différentes natures de projets, peut-être différentes implantations. Voilà. Mais si vous êtes sur un projet unique, normalement, on doit pouvoir trouver assez facilement le plafond auquel vous pourriez être confronté. J'espère que ma réponse est claire. Elle n'est pas binaire, mais pour autant, j'espère qu'elle est suffisamment claire. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai une autre question pour compléter également. Alors, on l'a évoqué de façon partielle, mais une des interrogations qui peut exister, c'est le sujet du délai pour obtenir des financements, entre le temps de traitement des dossiers, l'instruction, les échanges. Alors, on va dire, le but est de limiter les itérations, comme on l'a évoqué, mais malgré tout, il y a un délai d'instruction et après un délai d'obtention des financements. Bien évidemment, il y a plein de types de dispositifs, comme on l'a vu, mais si on devait avoir une approche statistique entre une volonté de faire un projet et l'obtention de financement tel qu'on l'a évoqué, sur quelle échelle temps on est globalement? Je peux faire une première réponse pour l'ADEME. Je vais faire une réponse en deux temps. La première concernant les guichets dont l'instruction administrative est extrêmement allégée. Je vous ai parlé tout à l'heure de tremplin ou du dispositif relatif à l'innovation. Là-dessus, on est sur une volonté de fournir une première réponse sur l'éligibilité ou non du dossier et ensuite un premier financement, 30% dans le premier cas, 50% dans le premier cas, dans les semaines qui suivent la réponse. Donc concrètement, là-dessus, il y a une volonté forte d'être extrêmement réactif et d'injecter de l'argent dans l'économie le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier temps. Sur des mécanismes un peu plus conséquents, je parlais tout à l'heure de l'appel à projet décarbonation. C'est par ce type de voie que la fonderie Bouillet est passée également. Là, on est sur des financements qui concernent plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros. Effectivement, là, aussi bien la démarche administrative elle-même, côté entreprise, que son instruction côté ADEME est beaucoup plus conséquente. Et là, l'action, le déroulé du processus prend plutôt plusieurs mois. Plusieurs mois, c'est disons, entre 3 et 6 mois de mon point de vue. Mmh. Ok.
Oui, pour compléter la réponse de Romain, effectivement, il y a 2 grandes familles de dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont très, très, séquencés, c'est-à-dire qu'on sait à quelle date il faut déposer le dossier, à quelle date il sera instruit et à quelle date la publication de la décision sera opérée. Donc là, on a un canevas qui est très précis. Donc à la fois le porteur de projet s'y astreint, mais également le financeur public. Et puis il y a d'autres dispositifs où il n'y a pas forcément ce séquençage, a fortiori sur les dispositifs plan de relance du type appel à projet, filière automobile, aéronautique, territoire industrie, ainsi de suite, qui, eux, pour le coup, prennent du temps pour une simple raison, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de dispositifs et de candidats. Pour autant, les équipes au sein des financeurs publics n'ont pas fait x2 ou x3. Donc, en fait, il y a un enjeu de capacité de digestion et d'instruction des dossiers qui fait que vous avez quand même une certaine longueur qui s'applique sur ces appels à projets. Mais encore une fois, pour rejoindre le propos de Romain, ça s'applique essentiellement à des appels à projets et des dossiers de plusieurs millions d'euros d'investissement et avec des enjeux significatifs. Voilà, donc il peut y avoir aussi ce phénomène de concurrence et d'engorgement qui va, en ce moment en tout cas, rallonger un petit peu les délais. Par contre, il y a des versements très rapides. Comme le disait M. Mimoudi, il y a eu un versement, par exemple, sur le dispositif pour la fonderie Bouillet, qui est même arrivé avant la convention de financement. C'est-à-dire que vous recevez un virement avant de recevoir un contrat, quelque part. Oui, je prends la parole juste pour dire que ça a été extrêmement rapide dans notre cas, puisqu'il y a eu moins de 3 mois entre le dépôt du dossier et le versement de la subvention. Bonjour, Amédée Brétinière de Réalité. Je voulais savoir s'il était possible de déposer des dossiers pour des projets qui sont déjà engagés dans l'entreprise. Alors que, donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'il faut déposer un dossier de demande de subvention ou de financement alors qu'on n'a pas engagé les investissements? Ce sont uniquement des projets. Ou si nous avons déjà réalisé les projets pour partie, voire même achevés, est-ce qu'il est possible de rattraper le coup, si je puis dire, et de déposer un dossier? Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, pour Réalité, nous venons de terminer des travaux de rénovation énergétique de notre siège. Par exemple, pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit qui nous permet en autoconsommation d'alimenter le bâtiment. On n'avait pas imaginé pouvoir solliciter une subvention sur ce type de projet. Est-ce qu'il est encore possible de le faire aujourd'hui, sachant que les travaux ont été finalisés le mois dernier? Bon, je pense qu'on va faire la même réponse. Romain, en fait, non, effectivement, c'est trop tard. Il faut que vous puissiez engager vos démarches avant, démarches de demande d'aide avant d'avoir engagé vos opérations qui font justement l'objet de cette demande. Merci. Je vous en prie. Alors, une autre question qui est venue par le chat, c'est quel dispositif pour la rénovation énergétique des bâtiments? Alors là, quel dispositif au pluriel, j'imagine? Côté ADEME, pour commencer, il y a toujours ce dispositif tremplin dont je vous parlais, qui est vraiment celui que je veux porter en priorité aujourd'hui, qui permet de financer une bonne partie des actions de rénovation, notamment des bâtiments industriels. C'est moins le cas c'est même pas le cas sur les bâtiments tertiaires ou agricoles, mais sur les bâtiments industriels, en tout cas, on a ce levier-là qui permet de financer une bonne partie des rénovations des bâtiments. C'est pas le dispositif, c'est pas la branche la mieux dotée côté ADEME en ce qui concerne les entreprises de taille plus importante, pour être totalement transparent. Alors, Christelle Sailly, qui pose la question, précise que c'est un bâtiment agricole en l'occurrence. Ouais, en l'occurrence, bon, je vais re-regarder tout de suite les conditions strictes et vous répondre dans le chat. C'est un dispositif complexe, vous l'avez compris. J'ai peur que qu'il soit uniquement à destination des bâtiments industriels. Mais je vous fais une reconfirmation dans quelques instants. Très bien. Moi, j'avais une question pour Alain par rapport à son témoignage, qui est que vous avez évoqué la complexité de mise en œuvre, les difficultés que vous avez rencontrées, le temps passé là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous deviez faire une nouvelle demande de financement, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, vous avez eu l'occasion d'éprouver le sujet, donc forcément, vous avez cette expérience-là, mais est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, concrètement?
Alors, je vais faire plaisir à Régis Lamy. Je pense que je lui demanderai son aide et sa collaboration. Donc, je m'adresserai probablement à lui parce que si on pense au nombre de personnes qui ont été impliquées, à des moments de panique où on se demandait si on remplissait le dossier comme il fallait et on risquait de passer à côté d'une subvention de 800 000 euros. On a dû finir le soir en dernière limite, il devait être 22 ou 23 heures et on a envoyé en se disant bah, ça va marcher, ça va pas marcher, on n'était pas certain du tout. Je crois que la complexité du dossier, en tout cas à l'époque, aurait justifié que l'on se fasse aider. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce type de dossier est quand même assez important, puisque c'est une subvention de 800 000 euros est devenue plus simple. Mais il y avait également des éléments dans le dossier qui n'étaient pas directement liés à notre demande de subvention ou d'investissement, qui rendaient la chose un peu complexe à comprendre. Ok, merci. Sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments, Anaël Le Goff de CETI pose la question et pour les bâtiments tertiaires. Donc, je pense, Romain, que tu peux faire quelques recherches du coup pour bien préciser le périmètre parce qu'on voit que ça pose question. Je suis en cours de vérification concrètement. Je confirme ma première intuition. Le dispositif tremplin destination des TPE et PME s'adresse aux bâtiments industriels. En ce qui concerne les bâtiments tertiaires, il y a un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE et PME dont je vais également vous fournir un lien dans le chat pour creuser le sujet. Je regarde pour les bâtiments agricoles, mais je suis un peu plus sceptique. Oui, alors pour compléter, pour un groupe comme CETI, effectivement, je pense que là, aujourd'hui en tout cas, si le paysage n'évolue pas, ça veut dire d'intégrer cet enjeu-là dans un enjeu beaucoup plus vaste, qui peut intégrer justement la révision de procédés industriels, voilà, à l'échelle du groupe, mais intégrer cette notion de rénovation énergétique d'un bâtiment tertiaire pour un groupe de taille comme CETI dans un dossier beaucoup plus global et faire en sorte que ça vienne peser favorablement dans la décision du financeur public. Il n'est pas dit, si vous voulez, qu'il y aura X% d'aide qui sera adressée sur ce volet rénovation énergétique de votre bâtiment tertiaire, mais le fait que vous puissiez l'indiquer dans votre projet global de transformation d'entreprise, eh bien, viendra appuyer la propension du financeur public à vous accorder un soutien. Très bien, merci. Est-ce que il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bon, eh bien, très bien. Je vous propose dans ce cas-là qu'on clôture. Si, une dernière question. Concernant le guichet ASP, est-il simple? Alors, Oui, en fait, il est on ne peut plus simple. Le guichet ASP, c'est très simple. Il s'agit d'une part le plus dur, en fait, c'est de lire la règle au départ. Donc, notamment de la liste des investissements qui sont éligibles. Vous avez une liste de 18 investissements sur la SP décarbonation. Et il faut que vous puissiez repérer dans cette liste de 18 dépenses éligibles lequel ou lesquelles d'entre elles vous pouvez candidater. Ensuite, c'est vraiment une démarche très très simple. Ça ressemble à un document CERFA sur lequel voilà, vous allez avoir peut-être 2 à 4 pages. Et il y a peut-être une question qui peut poser un peu plus de difficulté qui se rapporte au régime d'aide où on va vous demander quel est le potentiel d'aide de minimis auquel vous pouvez candidater et quel est le potentiel d'aide Covid auquel vous pouvez candidater, donc avec la dénomination un peu technique de ces régimes-là. Et globalement, si vous n'avez jamais touché d'aide dans l'entreprise jusqu'à présent, vos possibilités sont de 200 000 euros sur le de minimis et 800 000 euros sur le régime Covid. C'est la seule complexité éventuelle à laquelle vous allez vous confronter. Mais voilà, nous, on n'a jamais rencontré de dispositif aussi simple que celui de l'ASP. D'ailleurs, on ne s'en occupe pas pour nos clients, puisque il n'y a pas de valeur ajoutée à déléguer ça. Reste Tremplin qui doit être à peu près du même acabit en fait, en termes de simplicité. eh bien, écoutez, je vous propose, dans ce cas-là, si on n'a pas de dernière question, de conclure.
Donc déjà, merci à tous pour ces témoignages, pour ces retours d'expérience, pour ces expertises. Merci également aux participants. Donc on comprend qu'il y a une véritable volonté des pouvoirs publics de soutenir ces investissements de transition écologique, parfois un peu complexe, parce que même si effectivement on va dire, il y a un enjeu de compréhension de la cartographie des dispositifs qui est nécessaire au départ pour pouvoir s'investir et savoir si on peut être concerné ou non. Il y a en tout cas un ensemble de dispositifs très importants, existants et mobilisables. La difficulté de la mise en œuvre est une réalité, comme l'a évoqué Alain. La demande d'aide est quelque chose qui se prépare avec des règles, des codes à respecter. Et donc, finalement, en étant bien entouré et conseillé, on peut peut-être y arriver plus simplement. Et puis, il faut quand même considérer que ces aides sont des renforts non négligeables dans le financement de vos projets. Donc, il faut vraiment se pencher sur la question et l'approfondir avec des experts le cas échéant. Puis, on a vu avec le témoignage de Romain également que les financeurs sont ouverts à la discussion, vraiment dans une logique d'accompagnement, même si, in fine, les dossiers proposés doivent être carrés et rigoureux. Les temps d'échange et d'information avec les agences comme l'ANEM sont nécessaires et les financeurs sont là pour en discuter et vous orienter sur ces sujets. Voilà, donc nous espérons que cet atelier vous a plu et que vous en ressortez enrichi de nouvelles connaissances et nous vous remercions pour votre participation. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre prochain atelier qui aura lieu le 9 avril prochain à la même heure. Pour présenter cette fois-ci les principes et les enjeux de la mise en œuvre de stratégies RSE au sein des entreprises. Là, on discutera plus globalement de stratégie RSE. Donc, n'hésitez pas à bloquer la date dans votre agenda. Et je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.